RFI. Este ora 12 și 22 de minute la RFI, iar în studioul nostru se află Julian Chiapone Lucchesi, consilier de cooperare și acțiune culturală în cadrul Ambasadei Franței în România și director general al Institutului francez din România, care, după cum știți, reunește filialele sale din București, Cluj, Timișoara și Iași. Julian Chiapone Lucchesi a fost și președinte al clusterului EUNIC pe o perioadă de 2 ani, în 2023 și 2024. Își încheie mandatul în România, un mandat început în 2021 și pentru a vorbi despre experiența sa românească l-am invitat astăzi în studioul RFI. Mulțumesc pentru vizită! Bună ziua! Bună ziua, Mihaela! Mulțumesc eu! Bravo! Alors, 4 ans déjà, non? Peut-être combien? 4 ans? 4 ans. On va compter. Dans quelques jours, ce sera exactement pile 4 ans, effectivement. Voilà. Comment êtes-vous arrivé en Roumanie, en fait, en 2021? C'est toujours un mélange de volonté et de hasard. En réalité, il y a des besoins de l'administration française qui évoluent chaque année et qui ouvrent certaines possibilités de mission. Et puis, il y a des désirs de la part de ceux et celles qui peuvent se porter candidats. Et donc, il est arrivé que la Roumanie soit une option et que cette option se réalise. Donc, il y avait un peu de hasard. J'avais dit d'ailleurs, lorsque je suis arrivé, on m'avait évidemment posé la question, est-ce que vous connaissez la Roumanie? Et alors, j'y avais déjà été une seule fois. Mais avant d'arriver, j'avais rassemblé dans ma tête ce que j'avais appelé, je crois, à l'époque, les fragments de la Roumanie, qui étaient en moi, c'est-à-dire les fragments culturels, souvent des fragments culturels, les fragments de connaissances géographiques ou politiques que j'avais du pays. Et je m'étais quand même rendu compte que malgré tout, j'étais pas complètement vierge de la connaissance de la Roumanie avant d'y arriver. Donc j'y avais été une fois, je connaissais un certain nombre de choses, j'avais rassemblé ces fragments. Et puis, en passant 4 ans ici, ces fragments sont devenus des pans entiers de ma vie professionnelle et personnelle. Et donc, j'arrive au bout de 4 ans avec l'impression que la Roumanie a toujours fait partie de ma vie. Ben voilà, donc on va parler de ça, de comment la Roumanie s'est initiée dans votre vie professionnelle. Parce que l'Institut français de Roumanie a eu une activité importante les dernières années. Un grand anniversaire aussi, les 100 ans. Ça n'a pas été facile d'organiser tout ça. Donc vous arrivez en 2021, post-pandémie, avec quel... Alors pas post-pandémie, justement. Un peu, oui. 2021, maintenant, avec le recul, on se dit que c'était la fin. Non, mais en réalité, c'était le pic. C'était le pic. C'est la fin du lockdown, en novembre 2021, la Roumanie est le pays le premier sur la liste mondiale en termes d'impact de la pandémie sur sa population, proportionnellement à sa population. Donc, non, évidemment, tout ça, ensuite, est allé très vite. Et c'est vrai que schématiquement, il y a eu la présidence française de l'Union européenne qui a commencé au 1er janvier 2022. Et puis, très vite, il y a eu la guerre d'agression russe en Ukraine. Et puis, la question humanitaire qui s'est posée très fortement à la Roumanie en tant que voisin de l'Ukraine, avec un afflux de plusieurs millions de réfugiés qui sont passés par son territoire et dont certains sont restés et qui nous a évidemment collectivement tous occupés dans le soutien de la solidarité européenne avec la Roumanie. Et puis, il y a eu les questions très fortes auxquelles nous nous sommes attachés de lutte contre la désinformation, d'éducation aux médias, par exemple, qui sont des nouveaux sujets qui sont arrivés à ce moment-là. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu le centenaire qui a été en fait un moment de catalysateur et de prolongement de la saison aussi, parce que c'était un grand moment 2018-2019, donc précédemment cette saison culturelle franco-roumaine. Donc finalement les choses ont beaucoup évolué, la présence française s'est renforcée aussi de manière générale et nous avons étoffé et notre équipe et notre programmation, et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement comme ça un peu ascendant qui nous a tous portés, et vous avez raison d'avoir fêté le centenaire sur l'ensemble du territoire
a été quand même à la fois passionnant et éprouvant, mais dans le bon sens du terme. Vous cumulez 2 fonctions. Vous êtes conseiller de coopération et action culturelle auprès de l'ambassade de France, à l'ambassade de France en Roumanie, mais aussi directeur général de l'Institut français de Roumanie. Est-ce que ce sont 2 choses différentes ou pas du tout, ou c'est 2 fonctions qui se mélangent comment en fait? Qu'est-ce qui fait le conseiller culturel et qu'est-ce qui fait le directeur de l'Institut français? Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques qui ennuieraient les auditeurs, mais je voudrais simplement dire qu'elles se complètent, en effet. Elles se complètent complètement. Le choix qu'a fait la France, c'est de faire en sorte que les instituts français qui existent de par le monde et qui soient directement rattachés en fait au service des ambassades, et donc que l'ambassadeur puisse disposer à la fois de son conseiller culturel et de coopération, mais aussi d'un directeur de l'Institut qui puisse être en cohérence avec la politique que mène la France à l'extérieur dans chaque pays, fait que nous avons un vrai lien structurel, et que c'est très important d'avoir à la fois cette flexibilité que représente une entité différente, qui est l'Institut français, donc avec une flexibilité de programmation budgétaire, etc. Et en même temps, une très grande cohérence dans ce que nous voulons apporter collectivement en Équipe France. On parle beaucoup d'Équipe France, et quand on parle d'Équipe France, c'est un écosystème très large autour de l'ambassade. Et l'Institut français de Roumanie, il fait pleinement partie, il est même assez central dans cette Équipe France. C'est quoi l'Équipe France? L'Équipe France... Quand vous arrivez avec des termes comme ça, il faut qu'on les comprenne. Oui, bien sûr. C'est l'écosystème autour de l'ambassade de personnes qui travaillent pour la relation franco-roumaine. D'accord. Roumain et français. Roumain et français, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait à la fois la richesse et ce qui fait la particularité, la spécificité aussi de l'Institut français de Roumanie, c'est que nous avons une équipe multiculturelle, essentiellement franco-roumaine, mais donc binationale, et que nous fonctionnons déjà nous-mêmes en interne dans notre organisation comme une équipe qui réfléchit tous les jours sur l'interculturel, sur comment présenter tel ou tel sujet, ou qu'est-ce qui est intéressant pour la relation franco-roumaine, parce que justement, on vit ça au quotidien, cette relation entre Français et Roumains. Est-ce que les objectifs ont changé, en général, quand on parle de ce type de relation? Parce que moi, je connais l'Institut français depuis très longtemps. Il y a eu un moment où l'activité se concentrait sur présentation de la littérature, du théâtre. Mais dernièrement, les dernières années, la dynamique a changé un peu. Avec l'arrivée de EUNIC, du réseau EUNIC, avec le changement de relations qui sont beaucoup plus étroites aujourd'hui, j'imagine qu'aussi la dynamique de l'Institut et du programme, de votre raison d'être, si je peux dire ça comme ça, a changé aussi un peu. Vous avez raison. Je pense qu'on peut distinguer deux choses. La première chose qui est plutôt stable est celle de dire le rôle de l'Institut français de Roumanie, c'est de rapprocher les Français et les Roumains, de rapprocher les talents pour faire naître des projets structurants, intéressants dans la durée, de faire de la diffusion de la culture contemporaine française et de mieux faire connaître ce qu'a apporté la France dans les domaines qui sont les siens, la culture, l'éducation, l'université, mais aussi plus largement la société civile, en prenant en compte des leviers comme la coopération décentralisée. Cet objectif-là, qui est d'ailleurs soutenu par l'extraordinaire et spécifique francophonie roumaine, dont nous avons essayé vraiment de soutenir l'ensemble des dimensions. C'est notre première priorité d'ailleurs, parce que je suis absolument persuadé que la francophonie roumaine, dans sa singularité, permet justement à notre relation bilatérale d'être aussi forte. Elle puise des racines anciennes, mais elle a aussi aujourd'hui cette force grâce à la francophonie. Et donc ça, c'est notre ligne de base, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a bien sûr des priorités qui se développent
en fonction d'abord de la dynamique des deux pays, mais aussi de la dynamique européenne. Ça, c'est important. Et c'est vrai que UNIC joue un rôle parce que depuis 2007, la France et la Roumanie sont des partenaires au sein de l'Union européenne et qu'un des objectifs que nous poursuivons ensemble, c'est d'être des acteurs constructifs dans l'évolution de cet objet commun qu'est l'Union européenne, auquel on doit contribuer ensemble et être le plus possible affinitaire. C'est à la fois un jeu d'équilibre entre préserver notre relation bilatérale dans sa spécificité, en même temps être affinitaire, être ensemble, main dans la main, pour essayer de concevoir le plus possible vers quelle direction nous voulons aller au sein de l'Union européenne, qui est une organisation internationale spécifique, puisqu'elle est très intégratrice et qu'elle a un projet sur le très long terme. Et donc, évidemment, nous avons envie, avec nos amis roumains, d'être ensemble en proximité sur la construction européenne. Et donc, évidemment, ça emporte avec soi une différence. Et donc, je pense que l'Institut français de Roumanie, après 2007, n'est pas le même que celui de 1990, lorsque s'ouvrent les choses, et ce que la Roumanie fait sa révolution, et que on est dans une très très forte relation bilatérale charnelle. Vraiment, on se retrouve en 2007. Avant 2007, on accompagne beaucoup nos amis roumains, et après 2007, on se retrouve toujours dans cette proximité bilatérale, mais avec l'idée qu'on est partenaire. Et oui, alors ça a toujours été, je pense, une idée forte de l'Institut français de Roumanie depuis sa création, c'est quand même de dire on a des choses à s'apporter mutuellement. Ça, c'est très important, mais c'est vrai que la question de l'égalité du partenariat, elle est encore plus puissante lorsque on est post-2007 partenaire au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les priorités qu'on va développer ensuite, je vous parlais de la francophonie, elle reste, mais ensuite il y aura des thématiques qui vont arriver et qui sont nouvelles, et ces thématiques, elles sont aussi parce que ce sont les mutations contemporaines que nous vivons ensemble, que nos sociétés vivent ensemble, qui vont devoir se refléter dans notre action. Nous n'avons pas de raison d'être en dehors de celle de rapprocher les peuples et les talents, et surtout la jeunesse d'ailleurs, et les artistes et les scientifiques, donc des talents particuliers au sein de la société, mais nous n'avons pas de raison d'être si derrière nous ne sommes pas extrêmement en capacité de nous adapter aux grands sujets contemporains. Et de dire que, bien sûr, la question de l'intelligence artificielle, la question de la transition écologique sont des sujets dont on s'est emparé extrêmement rapidement et dont on essaye d'en faire des sujets de fond, pas des sujets conjoncturels, parce qu'on estime que notre rôle dans la durée va être lié à ces sujets contemporains. Et c'est pour ça que c'est très important. Et pour moi, ça a toujours été, et je crois pour une grande partie de l'équipe qui s'en occupe directement, mais je crois que pour l'ensemble de nos collègues, c'est absolument crucial d'avoir ce dialogue spécifique avec les jeunes générations. Parce que au final, c'est l'Institut français de Roumanie, il est là pour tout le monde, il est complètement intergénérationnel, ça c'est très important, mais il est aussi de son devoir d'avoir une relation spécifique avec les jeunes générations dans tous les domaines de leur engagement et dans l'accompagnement aussi vers leur autonomie de citoyen européen en quelque sorte. Et donc on a ce rôle-là et on essaye de le tenir par différentes actions que nous menons. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles que vous avez faites et que vous avez réussi, inviter les gens à participer à un vrai débat d'idées sur différents thèmes, que ce soit la transition écologique ou que ce soit la guerre qui se retrouve à nos portes. Moi, c'est ce que j'ai remarqué les dernières années et je vous en félicite, vous et vos équipes. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces 4 années et parler des programmes phares auxquels vous avez participé ou peut-être lesquels vous avez créé? Qu'est-ce qui reste avec vous de votre activité en Roumanie? Lorsqu'on arrive dans un établissement quasi centenaire, on arrive quand même avec une histoire derrière nous qui a été construite par des hommes et des femmes qui ont beaucoup réfléchi, qui ont construit des programmes
au fil des années qui sont comme un substrat sur lequel nous, on arrive. Je le sais d'autant plus qu'au-delà des documents dont on dispose et de la réalité des actions qui ont été menées et qui continuent d'être menées lorsqu'on arrive, le centenaire a fait que j'ai pu avoir la chance d'accéder aux archives de l'Institut français de Roumanie très anciennes, datant de sa création, et que dans les correspondances ou dans les notes diplomatiques qui étaient, ou les notes tout simplement qui étaient élaborées à l'époque, je vois la profondeur de la réflexion qui était mise en œuvre par nos prédécesseurs, et je crois que beaucoup d'éléments de cette réflexion sont toujours d'actualité. Ça, c'est très intéressant lorsqu'on a un peu le temps de se pencher dans les archives historiques. On voit qu'il y a des fondamentaux de la relation franco-roumaine, et je crois que le premier d'entre ces fondamentaux, je le redis parce que c'est vraiment crucial, c'est la variante roumaine de la langue française, la francophonie roumaine spécifique, et qui fonde sa relation, la relation spéciale que nous entretenons. Mais donc, oui, il y a des projets phares que nous avons développés. Nous allons fêter d'ailleurs, par exemple, les 30 ans du Festival du film français l'année prochaine, en 2026. Donc ça veut dire que ce programme-là, qui est, je le rappelle, complètement national, hein, il est sur... il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup, il est sur 10, 12, 13... Puis on compte sur vous pour l'avoir. Non, je m'en réjouis. Sérieusement, bien sûr. C'est un programme très important pour ceux qui aiment le cinéma français. Oui, et puis les villes nous le réclament, ça c'est très bien. Il y a plein de villes petites et moyennes en Roumanie, lorsque je voyage et que je rencontre les autorités locales ou les acteurs locaux qui me disent « Ah, ben nous aimerions nous aussi avoir le Festival du film français ». Donc c'est important, ça compte, et c'est vraiment une action fondamentale de ce que nous faisons en termes aussi de visibilité territoriale. Et ça, c'est important, parce que dans un grand pays dans lequel, même si on a des implantations à Iași, Timișoara et Cluj, la Roumanie est ainsi faite qu'elle a plein de villes merveilleuses de 50 000 ou 100 000 habitants, et dans lesquelles nous ne sommes pas, par définition, et dans lesquelles nous sommes attendus. Et ça, c'est aussi une des merveilles du mandat de directeur de l'Institut français de Roumanie, c'est de savoir à quel point partout en Roumanie, les gens savent qu'il existe un Institut français, qu'il existe une coopération entre la France et la Roumanie dans les domaines que nous couvrons, et que cette coopération, elle a de la valeur et qu'elle est désirée. Et surtout, ils ont des attentes. Oui, c'est ça, elle est désirée. Voilà. Absolument. Voilà. Ils ont des attentes, ils disent qu'il y a l'Institut français, ils doivent venir, ils doivent nous proposer quelque chose. Ils ont tout à fait raison de le faire. Et nous, notre difficulté ensuite, c'est de répondre correctement à ces attentes. Mais ça, c'est notre problème, j'ai envie de dire. Et on doit le gérer comme on peut, avec des priorisations, des hiérarchisations, la capacité de garder le contact et de mesurer les attentes, et comment est-ce qu'on peut aussi mettre en lien, parce que nous ne répondons pas à toutes les attentes nous-mêmes. Nous, notre enjeu, c'est d'être un pont entre les sociétés. Donc la question de faire ce lien-là, je crois que c'est la chose la plus importante. On n'a pas toujours une réponse concrète à apporter, mais on a une réponse dans la capacité qu'on a à mettre en lien. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. C'est d'ailleurs la base de toute coopération. Quand même, donc, je voudrais dire un mot sur tout ce qu'on a pu monter comme programme, parce qu'on a monté beaucoup de programmes, et c'est vrai et je pense que ça continuera, parce que c'est vraiment indispensable. Nous en parlons avec les collègues qui font le même métier que moi dans d'autres pays, y compris en Europe. La question du débat d'idées, elle est fondamentale, et nous avons... la France est attendue aussi sur le débat d'idées, sur la capacité à organiser ce type de débat qui ne soit pas cantonné à l'université, mais qui soit vraiment quelque chose partagé avec le grand public. Les modalités du débat d'idées, ça se travaille. C'est pas simple à organiser, mais ça se travaille en amont, ça se travaille avec justement les acteurs qui n'ont pas l'habitude du débat d'idées et qui doivent être accompagnés pour pouvoir rentrer dans cette modalité de discussion et finalement de relation démocratique à l'autre. Hein, c'est ça quand même le fond des choses.
Et le débat d'idées, c'est aussi quelque part la capacité d'exercer son esprit critique. Et c'est souvent aussi ça qui ressort, que je retiens. C'est pas qu'en Roumanie, mais en Roumanie c'est très fort, que la France et l'éducation à la française, par exemple, on parle ici de la responsabilité qu'on a auprès des établissements français à l'étranger, que sont le lycée français à Nanoaï ou l'école française internationale de Bucarest, eh bien, les gens ont dans l'esprit que c'est l'esprit critique justement qui est développé et que c'est quelque chose qui est utile. Et évidemment, c'est utile en tout temps, ça l'est encore plus dans des temps où la vérité est relativisée par l'accélération non maîtrisée de technologies du numérique. Et que ce sujet-là, justement, on l'a pris à bras-le-corps. On l'a pris à bras-le-corps avec le débat d'idées, mais aussi avec le soutien à des projets développés par des associations roumaines dans le domaine de la lutte contre la désinformation, de l'éducation aux médias, je disais, mais c'est très important, dans le domaine aussi du lien qu'on peut faire entre engagement et lutte contre le changement climatique, et comment est-ce qu'on peut aussi soutenir ça. Donc on a mis en place un certain nombre de projets de ce type-là. On a mis... et c'est difficile en fait à dire, parce que je disais qu'il y a une certaine... on a des projets dans toutes les villes roumaines. On soutient de nombreuses associations qui elles-mêmes ont des projets parfois du type caravane, etc., qui passent un peu partout. Et finalement, quand on fait le bilan, on voit que nos grandes orientations, qui sont celles que je vous ai indiquées, elles sont respectées, mais qu'ensuite elles se déclinent de façon très créative dans beaucoup de projets. Il y a un projet qu'on a lancé et qui me tient particulièrement à cœur et qui en plus a une certaine actualité, donc si vous permettez, Michaela, j'en dirai 2 mots. C'est le projet Horizon Sonore, qui est en fait le premier festival. C'est vraiment une idée que nous avons conçue avec l'équipe à l'Institut français de Roumanie, que nous avons ensuite partagée avec des partenaires roumains, mais aussi de la mer Noire, et qui a donné lieu à un premier festival l'année dernière, Horizon Sonore à Constanța. C'est un festival de création sonore, de podcast. C'est particulièrement important parce que c'est faire se rencontrer des professionnels qui n'avaient pas cet espace de rencontre jusqu'à présent autour de la mer Noire, avec d'autres partenaires européens, français en particulier, qui sont à la croisée un peu des chemins. Ce sont des gens, et je pense que ici, parlant à une femme de radio, vous êtes particulièrement sensible à ça. C'est bien sûr beaucoup de questions techniques, mais c'est surtout la question de prendre le temps de discuter sous un format qui est un format non visuel. Je dis c'est important parce que un des grands sujets, je crois, qui va nous préoccuper et qui préoccupe déjà les acteurs publics, c'est de dire comment gérer la virtualité de la vie pour les plus jeunes en particulier, qui passent devant des heures et des heures devant les écrans. Et donc, il faut qu'on arrive à imaginer des espaces alternatifs intéressants dans lesquels on prend aussi le temps de la discussion et de la nuance, et qui ne soient pas forcément liés à une position devant un écran. Et donc, ça a l'air un peu anodin ce que je dis comme ça, mais en fait, la création sonore, c'est ça aussi. C'est la capacité, par ses oreilles, donc, quelque part, de lire de façon auditive et sans être dans cette relation un peu stérile parfois entre un humain et un écran, mais d'être donc dans une imagination différente et aussi de prendre le temps de la nuance. Et donc ça, c'est un peu fondamental aujourd'hui, je crois, de prendre, d'investir dans ce type de choses-là. Donc je suis très heureux que au mois de septembre, à Bucarest cette fois-ci, on ait un programme qui sera dévoilé la semaine prochaine et qui est extrêmement riche, qui va être très intéressant et qui va aussi amener des professionnels à se retrouver, mais aussi le grand public à être invité. Et je suis très heureux aussi qu'à cette occasion, on ait un temps fort exceptionnel le samedi, dans le week-end du 27 septembre,
avec au Théâtre National la présentation de la pièce radiophonique d'une grande passeuse et d'une jeune femme qui a beaucoup de talent entre la France et la Roumanie, Alexandra Badea, de cette pièce donc, qui s'appelle Monde. Mais ça, c'est un des temps forts, je ne dévoile pas tout le reste, il y aura beaucoup d'autres choses, et c'est vraiment aussi un moment grand public, et c'est, je pense, un moment très intéressant pour aborder la création sonore et le podcast ici en Roumanie avec des acteurs de la mer Noire et de toute l'Europe. Donc c'est un de vos projets phares et aussi qui vous tient beaucoup à cœur. Absolument, parce que je pense qu'il est fondamental et je lui souhaite le meilleur succès dans les années à venir. Alors, en 2024, vous avez reçu l'ordre du mérite culturel en grad de comandor, așa se spune. Așa se spune. Da, catégoria F, promovarea culturii. Qu'est-ce que ça vous a fait de la part du président de Roumanie, évidemment? Qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que personnellement, c'est vrai que ça a été un honneur particulier, mais que j'ai relié, je pense, très vite à ce que je vous indiquais auparavant, c'est-à-dire que je l'ai reçu en tant que directeur au nom des directeurs et des directrices qui m'ont précédé pendant ce centenaire. Je pense que c'était ça aussi l'idée, c'est-à-dire que bien sûr, j'ai reçu cette décoration et elle m'honore, mais je pense qu'elle honore l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été à la direction de cet institut et qui ont fait l'histoire de cet institut, et c'est ce que j'ai dit, et c'est de la même manière ce que nous avons dit collectivement, parce que ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est l'Institut français qui l'a reçu. Le plus beau moment, je crois, c'est lorsque l'équipe tout entière est montée sur la scène pour recevoir et dire à plusieurs voix l'importance de ce qu'est cette institution pour la consolidation de notre relation et l'importance dans la vie de chacun, dans les trajectoires personnelles, que les actions de l'Institut français, à travers le siècle passé, ont pu représenter. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est très beau, c'est que dans la diplomatie culturelle, on croise des trajectoires, on croise des talents, mais on croise aussi des trajectoires personnelles qui vont être tout de suite influencées par nos actions communes. Que ce soit une création artistique, une coproduction, mais que ce soit aussi une bourse qui va être attribuée à un jeune Roumain ou une jeune Roumaine et qui va faire en sorte que sa vie va être différente à partir de ce moment-là, parce que ça va ouvrir certaines portes et ça va lui donner certains outils, certains instruments, il va faire d'autres rencontres, etc. Donc on est dans la relation directe avec toutes les forces de la société civile et avec les artistes. Je crois que c'est un métier justement extraordinaire en cela. Et lorsqu'on reçoit collectivement cette décoration, eh bien, on reçoit aussi cette décoration en hommage de ces dizaines de milliers d'événements qui ont été organisés, qui ont apporté des millions de personnes qui ont assisté à ces événements, mais ces programmes auxquels des dizaines de milliers de gens ont participé à travers les années et qui, toutes et tous, dans leur trajectoire personnelle, ont été quelque part un peu frappés, influencés et dans le bon sens du terme. Et c'est ça qui est très beau. Quand on reçoit ce prix en disant « Nous avons contribué de façon spécifique à la relation franco-roumaine, nous tous et tous, hommes et femmes qui se sont succédés pendant 100 ans. » Et ça veut dire, je crois, très profondément que sans l'Institut français, la relation entre nos deux pays ne serait pas tout à fait la même. Et ça, c'est une grande fierté collective qu'on a partagée avec l'ensemble de l'équipe. Sinon, sur le plan personnel, vous gardez quoi comme image de la Roumanie? Ça, c'est la question. Des levées de soleil, je sais pas, des voyages, des choses que vous avez vues, des gens que vous avez rencontrés. Je garde d'abord le souvenir, j'espère que ça ne sera pas qu'un souvenir, parce que je compte revenir de temps en temps dans ce beau pays, que malgré le fait que je l'ai arpenté de long et en large pendant 4 ans, je n'en ai vu que très peu. Alors je mens un peu, j'en ai vu beaucoup. Donc vous restez sur un désir, pas sur une satisfaction.
c'est ce qu'on dit. Je suis satisfait, mais j'ai envie de revenir. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas de souvent beaucoup de personnes. Quand je suis arrivé ici, on me dit, tu verras, lorsque tu partiras, tu auras la larme à l'œil parce que quand même, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et voilà. Et ben, effectivement, c'est très attachant. Et je crois surtout que j'en aurai comme souvenir d'abord la diversité. Une diversité qui est si peu connue et qui est quelque chose auquel on a essayé de faire droit par diverses manières. Moi, lorsque je suis arrivé ici et que j'ai commencé à connaître la diversité du pays, je me suis dit, il faut pour que notre action soit, on mène mieux à bien notre action, que nos programmes soient plus attractifs. Il faut que les Français connaissent mieux la Roumanie pour sortir d'une vision soit un peu floue, soit un peu cliché. Et donc, lorsque par exemple on a lancé cette année le programme national de résidence pour artistes, c'est aussi dans cette idée d'ouvrir la Roumanie à la France et de faire en sorte que ces images un peu floues justement s'éclaircissent de la diversité roumaine et montrent à quel point la Roumanie est d'abord un grand pays, géographiquement tout à fait divers, culturellement, malgré l'unité très forte qui existe, extrêmement différent, et qu'on peut s'attacher à des différentes régions de Roumanie, différents endroits. Et oui, j'ai vu des paysages superbes. J'ai vu des paysages, je me souviens encore de la route que j'ai faite entre Cluj et Suceava, cette route par le nord, est l'une des routes les plus fabuleuses que j'ai faites, sans parler de la route autour de Făgăraș, bien sûr. Me souviens de villes dans lesquelles j'ai juste envie de revenir pour m'asseoir à la terrasse d'un café, ville que vous connaissez bien, je crois, à Sibiu, par exemple, ou à Timișoara, et profiter de l'ambiance, profiter de la beauté des lieux, me sentir aussi dans une certaine sérénité qu'on a en plein milieu de la nature. Il n'y a pas de forêt primaire en Europe, mais il y a presque des paysages qu'on dirait intouchés depuis le XVIIIe siècle, dans certains villages de Transylvanie, mais aussi dans le Maramureș, et puis cette tranquillité de bout du monde qu'on peut trouver dans le delta. Je crois vraiment que la Roumanie a beaucoup à offrir, et c'est pas uniquement du tourisme, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de la diversité de goût, et c'est un accueil qui est assez incomparable. Et je pense que c'est peu connu pour diverses raisons, mais une des raisons tient à l'esprit roumain, j'ai l'impression, c'est-à-dire cet esprit un peu modeste, qui à la fois est fier de son pays, l'aime profondément, est attaché à sa terre, mais considère que son pays est plus un confin qu'un carrefour. Et moi, une des idées, c'est pas un combat, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai eu souvent à réfléchir, parce que ça se traduit dans des choses très concrètes lors de projets ou de coopération. Eh bien, c'est de faire finalement du renforcement positif à nos amis roumains en leur disant, mais vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez, et vous êtes en réalité un vrai carrefour dans l'Europe actuelle, entre l'Est et l'Ouest, et vous êtes un élément essentiel. Saisissez-vous-en et emmenez-nous avec nous, emmenez-nous avec vous, pour que nous soyons ensemble dans cette aventure dans laquelle vous avez un vrai rôle à jouer, et nous, on sera là pour vous, et on sera là à vos côtés. Et je crois vraiment que la Roumanie a besoin de cette positivité aussi, et de se rendre compte qu'elle a un vrai rôle à jouer, et qu'elle n'est pas un spectateur de l'Europe, qu'elle est un acteur de l'Europe extrêmement important. Et nous sommes extrêmement... moi, je suis extrêmement heureux d'avoir pu être dans ce pays pendant 4 ans qui sont passés comme ça, en un claquement de doigts, maintenant que je me retourne. J'aurais pu offrir une traduction en roumain, mais je préfère votre côté très positif et romantique de la description que vous nous avez faite. Et vous avez raison, il faut voir les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on doit faire un petit travail là-dessus pour nous regarder dans le miroir d'une manière un peu différente et avec plus de confiance, je crois.
peux dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Julien Chiappone Lucchesi, pour la visite aujourd'hui. Je vous remercie pour toute votre activité. Merci à RFI, qui a été aussi partenaire formidable de beaucoup d'actions que nous avons menées. Donc merci à vous tous. Et puis, comme je le disais, c'est au revoir. Donc la traduction. À très bientôt. À très bientôt alors. Voilà. Et je souhaite que l'Institut continue d'être ce qu'il a toujours été. Et j'ai toute confiance dans la nouvelle équipe et ma successeur qui arrive dans les prochains jours pour reprendre le flambeau avec joie, enthousiasme et motivation tel que je le perçois. Et donc je me réjouis. Et je me réjouis de revenir de façon tout à fait différente en touriste joyeux dans ce beau pays pour faire justement ce que je n'ai pas encore fait et visiter les endroits qui me tiennent encore à cœur de voir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil, toujours formidable. Merci beaucoup de votre visite. 3 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.